Donc, merci à nos sponsors. Un grand merci à nos speakers. Donc, il y en a un certain nombre qui sont avec nous sur place aujourd'hui et beaucoup d'autres en ligne. Donc, pour traiter en fait 4 thématiques que l'on va aborder aujourd'hui. Les nouveautés autour d'Office 365 et Microsoft 365. Je vais déjà l'aborder dans ma plénière. Et on aura toute la journée pour décliner différentes nouvelles, différentes nouveautés. La partie plus orientée écosystème, donc on va parler de Dynamics, on va parler de GitHub, qui sont des produits qui sont très en vogue et qui viennent compléter l'offre Microsoft 365. On aura une partie, on aura 4 sessions sur la sécurité. Autour d'Office 365 et Microsoft 365, qui sont aussi une problématique évidemment très importante en ce moment. Et le quatrième track, on peut dire, ça sera le 4e thème, ça sera la partie Azure. Donc on a aussi 4 belles sessions sur Azure qui sont présentées aujourd'hui dans l'agenda. Si vous voulez aller voir l'agenda, vous avez différentes façons de le retrouver. Vous le retrouvez dans le canal général sur Teams, vous le retrouvez à cette URL sur l'application que vous pouvez ouvrir soit dans un navigateur, soit sur un PC, soit sur un téléphone mobile. Sur un téléphone, ça vous ouvre une application que vous pouvez installer comme une application, n'importe quelle application, et qui vous donnera accès aux horaires des sessions. C'est ça le plus important pour ne pas rater une session. Sinon, vous le retrouvez aussi dans chaque thème dans l'équipe Teams, et du coup, vous pouvez retrouver la session. Il suffit de cliquer sur « Rejoindre la réunion » qui correspond au sujet qui vous intéresse. Voilà, je voulais faire une petite introduction sur les évolutions autour d'Office 365 et Microsoft 365. Justement, pourquoi on parle de moins en moins de Office 365 et de plus en plus de Microsoft 365. Alors, j'ai une première question pour tout le monde. Donc, tout le monde peut répondre, ceux qui sont en direct ou ceux qui sont dans le chat. Combien y a-t-il de cloud Microsoft? Question piège. Je vois dans la salle 2. C'est un début. Donc, c'est lesquels que vous... Ouais, il y a un début. Alors, Azure, effectivement, Azure, c'est la couche de base de tous les clouds Microsoft. OneDrive, c'est un bout du cloud Office 365 ou Microsoft 365. Si celui de Apps et BI. Ouais, alors, très bonne remarque. Donc, il y en a un troisième, en fait, qui est lié à ce qu'on appelle aussi la Power Platform, Apps, BI, qui, en fait, on peut résumer sous l'offre Dynamics, en fait. C'est le Cloud Dynamics. Alors, en fait, en préparant la session, j'ai creusé le sujet. En fait, il y en a plus que ça. Alors, je ne vous donnerai pas la bonne réponse pour l'instant. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont dans le chat, à proposer des choses. Combien de Cloud Microsoft Donc, on en a déjà trouvé 3 dans la salle. 3, Théophile, bien. Il y en a un, il y a une réponse qui dit un seul, c'est Azure. C'est une partie aussi de la vérité. Je peux vous dire que sur cette slide, il n'y en a pas 1024. Ça serait un beau nombre, mais pas tout à fait. Bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce slide-là de Microsoft, qui a été présenté au keynote de Ignite. D'une certaine façon, ils en identifient 6. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire 6, parce qu'en fait, la Power Platform, elle est dans le même cloud que Dynamics, finalement. Mais on peut penser aussi à LinkedIn. On n'y a pas forcément tous pensé, mais en fait, c'est aussi quelque part un cloud, même si on ne peut pas déployer des applis ou faire des choses très variées sur LinkedIn. Et GitHub aussi. Donc, on aura une session sur GitHub dans la journée pour expliquer un peu
Qu'est-ce que c'est GitHub aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Surtout, évidemment, dans une perspective de développement. Donc, pour moi, la réponse, elle est quelque part entre 3 et 6, on va dire, la bonne réponse. Donc, il n'y avait rien à gagner parce que je n'ai pas trouvé la bonne réponse moi-même. Un slide aussi intéressant présenté par Microsoft pour expliquer leur avantage par rapport à la concurrence. C'est qu'eux, ils proposent des produits qui s'intègrent ensemble plus facilement que si vous achetez des produits chez différents fournisseurs. Donc, on a dit 2 sessions sur ces sujets-là. Au-delà du cloud Microsoft 365, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. On aura 2 sessions Dynamics 365 et 4 sessions Azure dans la track Azure. Alors moi, j'aime bien représenter aussi, me faire mon petit schéma, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le cloud. Évidemment, Azure, ça a été une des réponses qui est venue le plus fréquemment. Le cloud Azure est vraiment fondamental parce que ça fournit vraiment les briques de base d'infrastructure. Tout Office 365 tourne. Il y a eu une très très grosse montée en charge liée au fait que les gens ont massivement basculé sur des réunions en ligne, etc. durant la période de Covid, enfin de lockdown en anglais, comment on dit en français, de confinement, voilà, le mot m'échappe. Eh bien, c'est grâce aux ressources qu'ils ont pu mettre à disposition via Azure que la montée en charge a été possible au niveau de Teams. Des articles, si vous cherchez un petit peu, il y a des articles très intéressants sur comment Teams s'appuie sur Azure pour monter en charge à titre d'information. Le deuxième cloud vraiment important, c'est Microsoft 365. Donc, j'aime bien mettre un peu la planète rouge parce que dans les logos, notamment d'Office 365, vous avez beaucoup de rouge. Et le troisième, c'est Dynamics. Dynamics, qui est un produit donc plutôt style progiciel, ERP, qui fait, par exemple, la gestion d'une entreprise. Il va nous intéresser particulièrement aujourd'hui sous son aspect Power Platform et de plus en plus, la Power Platform, c'est 4 outils Power, donc Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, qui vont pouvoir mettre de la logique du code, qui vont nous permettre de mettre de la logique du code dans Microsoft 365, automatiser des traitements, faire des formulaires, par exemple, de saisie, des choses comme ça, des rapports Power BI, etc. Et ça va tourner dans le cloud Dynamics sur notamment des structures de données qui s'appellent le CDS. Il y aura des sessions là-dessus, notamment la session de Théophile qui sera juste après à 9h40 pour montrer comment on interagit entre Teams et Power Apps. Donc la Power Platform aujourd'hui, c'est une espèce de petit électron libre qui permet en fait de faire le lien justement entre ces différents clouds. Et c'est tout l'intérêt de l'engouement autour de la Power Platform aujourd'hui qu'on rencontre un peu partout. Donc si on se focalise sur Microsoft 365, fait un zoom sur la planète, Microsoft le résume en fait comme étant le cloud de productivité mondiale. Donc c'est très ambitieux, mais c'est effectivement intéressant comme définition. Il y a 2 dates principales à retenir sur Microsoft 365. C'est premièrement juillet 2017, quand Satya Nadella a annoncé en fait qu'ils allaient proposer des bundles, en fait des offres groupées sous le nom Microsoft 365. C'est à ce moment-là que c'est apparu. Donc, à l'époque, ça a été annoncé comme un mélange, enfin un bundle, un regroupement des offres Office 365 avec du Windows 10 et avec Enterprise Mobility and Security, qui est des offres en fait d'administration et de sécurisation des appareils mobiles. Donc, il y avait le cloud pour Office 365, la partie PC pour Windows 10 et la partie mobile pour accéder aussi à ce cloud avec Enterprise Mobility and Security. Donc ça, c'était l'annonce initiale de Microsoft 365. C'est toujours vrai pour les offres entreprises. Mais entre-temps, il y a eu une annonce qui est passée un petit peu plus inaperçue, le 30 mars 2020, si on la recherche dans les historiques des publications Microsoft. Et en fait, il y a eu 2 choses dans cette annonce, c'est qu'ils ont renommé un certain nombre d'offres
Et la plus frappante, c'est l'offre Office qui s'appelait Office Pro Plus. Donc, c'est le fait de pouvoir acheter des licences, des outils Office classiques. Ça ne s'appelle plus Office Pro Plus, en fait. Ça s'appelle Microsoft 365 Applications ou Apps. Donc, en fait, le nom Office commence à disparaître. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, on tourne une page quelque part quand même dans l'histoire de l'informatique avec le fait qu'ils commencent à abandonner le nom Office. Et ils sont même allés plus loin sur les offres donc les offres PME, TPE, PME, ils commencent à abandonner complètement, il n'y a plus de licence Office 365. Donc typiquement, si vous ouvrez aujourd'hui votre version Word, Excel, PowerPoint, vous voyez marqué Microsoft 365 en dessous, ou Outlook. Vous voyez, il y a plus avant, il y avait marqué Office 365 en dessous. Donc ça peut sembler être un petit détail, mais souvent les changements de nom matérialisent des évolutions beaucoup plus profondes. Alors, justement, le point principal à retenir, c'est les offres. Si vous voulez acheter une licence de Word, Excel, PowerPoint, ça va s'appeler Microsoft 365 Apps for Business en anglais. Donc en français, c'est les applications d'entreprise. Vous avez d'autres offres qui sont soit des offres pure cloud, soit des offres mixtes avec du cloud et des outils installés, qui s'appellent, on va dire que l'offre standard pour les TPE, PME, c'est Business Standard maintenant, que vous avez en 3e colonne. Et l'offre Business Premium rajoute des outils de sécurité à l'offre de base. Donc évidemment, ça fait un bundle très riche en termes de fonctionnalités, mais qui est censé vous protéger un peu dans toutes les directions en termes de sécurité des données et des applications et des périphériques, notamment mobiles. Donc vous avez tout le détail sur le lien qui est mentionné. Une autre façon de le présenter, c'est ça. Pour résumer, en fait, l'introduction de ces offres Microsoft 365. Encore une fois, pour l'instant, ça s'adresse, cette refonte des licences, elle ne s'adresse qu'aux offres à moins de 300, enfin limitées jusqu'à 300 utilisateurs. On peut penser qu'à terme, ils vont faire quelque chose de similaire pour les offres entreprises. Aujourd'hui, les offres entreprises, il y a toujours E3, E5 pour les principales. Et on a toujours la possibilité d'acheter des licences que Office 365, donc que Cloud, ou Microsoft 365 avec le bundle Windows 10 et EMS. Tout ça explique que notre communauté s'appelle AOS, donc Azure Office 365 SharePoint. Et on a pensé à renommer, en fait, pour marquer cette évolution, notre communauté, donc avec un nouveau logo qui est très simplement le même qu'avant, sauf qu'on a remplacé le O par le M pour dire Azure Microsoft 365 SharePoint. Donc, on garde un peu l'historique, mais on tient compte du fait que l'offre Office est en train vraiment de disparaître dans les offres Microsoft. Voilà, donc au revoir Office, bye bye Office, même si les produits restent très similaires aujourd'hui. Voilà cette introduction. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou sur le chat. Merci Franck. Voilà, Franck Poirot, AOS et mort vive AMS, tout à fait. On va maintenant se focaliser sur les nouveautés qui ont été annoncées à Ignite. Donc, j'ai fait une collection de slides assez intensive. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, Ignite, c'est la conférence Microsoft annuelle où ils annoncent tout un tas de nouveautés, des fois très anecdotiques et des fois majeures dans l'évolution des produits. Donc, j'ai gardé volontairement les titres en anglais parce que des fois, la traduction, on s'y perd un peu, mais je vais essayer de vous présenter ça en français rapidement. Donc, c'est un vrai challenge parce qu'on a 10 minutes. Je pense que je vais déborder un tout petit peu, mais voilà. Premièrement, Microsoft vraiment est dans une logique de réinventer la culture du travail ou le travail en équipe. En fait, ils tiennent compte des évolutions, ils essayent des fois de les anticiper, des fois ils suivent les évolutions de la société, je dirais, et de la façon dont on travaille tous. Le Covid est évidemment un facteur majeur dans cette histoire, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'évolutions autour de comment on travaille avec le digital
qui sont en cours et que vous rencontrez, je dirais, au jour le jour dans vos organisations. Il y a un blog post, il y a le blog post à lire si vous avez envie de creuser un peu le sujet, qui est mentionné ici, donc qui est un blog post fait par Jared Spataro, qui est un des leaders de la partie Microsoft 365 chez Microsoft, donc qui définit les grandes tendances et les grandes directions que vont prendre les produits. Et vous avez ici les 7 priorités en fait qu'ils ont mis en avant. Donc réimaginer le travail en équipe et la culture et tout ce qu'on fait, mais de manière digitale. Priorité, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils priorisent le bien-être des gens. On a constaté que quand même, quand on fait beaucoup de réunions en ligne, etc., au bout de quelques jours, on pouvait avoir la tête grosse comme une pastèque. Des fois, même une journée suffit. Donc, ils réfléchissent quand même à ce que ça veut dire pour garder, je dirais, un être humain normalement constitué, d'introduire un certain nombre de petites ou grandes fonctionnalités pour je dirais, limiter l'effet des réunions en ligne telles qu'on les a vécues et telles qu'on continue à les vivre. Le point 3, c'est évidemment la sécurité. Dans tous les nouveaux produits, ils réfléchissent, je dirais, très en amont sur l'aspect sécurité pour que ça soit le plus sécure possible et que l'expérience soit la plus simple et facile d'utilisation. Un des très bons exemples concernant la sécurité qui peut améliorer aussi l'utilisation, c'est Windows Hello. Donc, c'est la possibilité sur un PC de se connecter sans utiliser de mot de passe, mais avec juste son visage. En termes de sécurité, c'est beaucoup plus efficace puisqu'on ne peut pas vous voler votre visage ou c'est un peu plus compliqué que de vous voler un mot de passe. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est juste très simple. Il n'y a même plus besoin de se rappeler de quoi que ce soit. On se met devant son PC, ça ouvre la session. Donc, c'est un exemple de fonctionnalité vraiment majeure qui simplifie la vie des gens et en même temps augmente la sécurité. Donc, on gagne sur les deux tableaux. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Sur le 4, le point 4, c'est la culture de la donnée. Là-dessus, il y a un outil qui se dégage, évidemment, c'est Power BI, qui est vraiment un outil très riche qui va permettre de créer autour de lui un écosystème et une façon de travailler orientée sur l'analyse des données à l'intérieur de l'organisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le monde digital puisqu'on génère beaucoup de données, ne serait-ce que le nombre de connexions qu'on peut avoir sur différents systèmes, etc. Eh bien, il faut rentrer dans une logique, et c'est ça la culture de la donnée, d'analyse et d'évolution, d'amélioration permanente vis-à-vis à l'aide de ces données. L'automatisation des processus, c'est une tendance aussi de fond, puisque de plus en plus, bonjour, rentrez, n'hésitez pas. L'automatisation des processus, c'est une tendance de fond qu'on rencontre vraiment partout sur améliorer, digitaliser les processus. Et la Power Platform là-dessus a vraiment un rôle très important. Et le point 6, c'est l'inclusion de tout le monde dans ce monde digital. C'est un axe fort pour Microsoft et aussi pour nous en tant que communauté. On aime bien se regrouper, partager avec des gens d'horizons divers et variés pour justement s'enrichir de nos mutuelles différences, comme on dit, c'est pas moi. Donc ça, c'est vraiment un point important dans ce paysage. Et le dernier point, le 7, c'est apprendre aux gens ou donner des moyens aux gens d'apprendre, de se réinventer et de grandir. Donc, à notre modeste niveau, on y participe aussi en organisant des événements comme ça, où on peut partager des expériences, des connaissances et une passion globale autour de ces produits. Donc, une fois que ça c'est dit, ça c'est les grandes tendances. Après, on rentre vraiment dans la fonctionnalité. Le mode Together, donc le mode ensemble, donc c'est une nouvelle façon de se mettre dans une réunion Teams. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est vraiment le gadget. Et en fait, si vous avez l'occasion de le tester, vous vous rendrez compte que, alors ça c'est vraiment un ressenti que j'ai eu, mais ils l'ont prouvé par des analyses très, très précises, c'est moins fatigant en fait pour le cerveau humain de voir tous les gens dans la salle que le mode classique d'une réunion où on a l'impression qu'on n'est pas dans la réunion en fait, puisqu'on ne voit pas son image généralement. Donc on a toujours un petit problème. Là, on a l'impression qu'on est comme dans une salle et on participe à une réunion.
Ils ont, dans cette même idée, introduit des nouveaux fonds de réunion où on pourra avoir l'impression qu'on est dans un espace un peu plus détendu, je dirais un café, un espace de coworking, des choses un peu plus détendues qu'une réunion formelle. Et là, l'idée, c'est la même chose, c'est de se sentir un peu plus détendu, un peu plus dans un cadre un peu moins formel qu'une réunion. Et ça peut avoir un impact intéressant, je dirais, sur comment on ressent la réunion. Ce qu'ils appellent les custom layouts, c'est en fait un affichage, différents affichages qu'on pourra paramétrer des réunions Teams, où on pourra, comme on le voit à l'écran, faire apparaître le conférencier avec en fond les slides. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, on doit choisir ou le conférencier ou les slides. On pourra faire des affichages beaucoup plus variés à ce niveau-là, et ça peut être intéressant également. Les breakout rooms, alors ça, c'est une fonctionnalité qui est très demandée. C'est quand vous imaginez une grande réunion où il y a un grand nombre de participants, on a envie à un moment donné de séparer en plusieurs sous-commissions, sous-salles. Donc, c'est des salles où on va pouvoir inviter des gens qui sont dans la grande réunion et les répartir dans différentes sous-salles, comme s'il y avait une séparation physique avec des sous-salles de réunion, et puis on se retrouve une heure après pour repartager ensemble les résultats, par exemple, des différentes sous-commissions. Donc ça va arriver, ça arrive dans Teams très prochainement. Les extensions au Teams Meeting, on a plein de belles choses sur les possibilités, par exemple, de mettre des sondages dans des réunions. En fait, on va pouvoir mettre du code, notamment qui va être lié à la Power Platform, encore une fois, dans les réunions Teams. Donc, l'usage le plus évident, c'est mettre des petits sondages dans une réunion, savoir ce que pensent les gens à droite à gauche, enfin, sur un sujet ou un autre. Après, on ouvre la possibilité de mettre du code, donc ça veut dire qu'on ouvre un champ de possibles. Ça va être des réunions beaucoup plus interactives et beaucoup plus enrichies. L'expérience de meeting, de réunion va être enrichie aussi avec un récapitulatif. On pourra accéder après la réunion un récapitulatif avec du transcript, donc de la transcription sous forme de texte de ce qui a été dit dans la réunion, pour chercher par exemple à quel moment les gens ont dit ont parlé de tel sujet. Il va y avoir un module, alors ça c'est très intéressant, ça nous intéresse tout particulièrement. Il me tarde de pouvoir le tester. Il va y avoir un module dans Teams pour gérer les webinars et notamment l'enregistrement des utilisateurs qui veulent participer à un webinar. Aujourd'hui, on doit gérer ça dans un système externe, mais si c'est intégré dans Teams, évidemment, ça sera beaucoup plus sympathique. Des périphériques pour les salles de réunion, des super Surface Hub, donc c'est des écrans interactifs de taille assez monstrueuse, comme on peut le voir sur l'écran. Les templates Teams qui arrivent aussi, donc ça c'est une fonctionnalité tellement demandée qu'on n'ose plus dire que ça arrive parce que voilà, les gens attendent ça depuis très longtemps. Donc on va pouvoir créer des équipes Teams basées sur un modèle tout simplement. Donc si vous avez un modèle projet dans votre organisation, c'est toujours un peu la même forme, vous n'aurez pas besoin à chaque fois de recréer le Teams avec le canal lancement du projet, le canal suivi de la prestation, le canal, enfin toujours les mêmes canaux. Vous créez votre template et hop, chaque fois que vous avez un nouveau projet, vous utilisez ce template. Donc c'est évidemment quelque chose de très, très intéressant qui arrive dans Teams. Je pense qu'il y aura des choses qui seront liées à ça dans la session de Stéphane. Pour reprendre la main sur Teams après un déploiement d'urgence. Donc, c'est à 14h30, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, quelque chose qui est arrivé, enfin, le New Conversation button qui apparaît ici tout en bas. Donc, en français, ça doit être nouvelle conversation ou nouvelle discussion. C'est un bouton qui a été bien mis en évidence pour expliquer aux utilisateurs qui sont un peu novices dans Teams qu'il faut soit répondre à une conversation existante, c'est que tout vient s'agglomérer naturellement sous un fil de discussion, soit on veut créer un nouveau sujet et donc on utilise ce bouton New Conversation dans ce cas-là. Il y aura une amélioration de la fonctionnalité de recherche qui est améliorée dans la recherche dans Teams. On va dire que ce n'est pas son point fort. Évidemment, ça va être amélioré pour pouvoir notamment faire des recherches beaucoup plus spécifiques sur des messages,
sur des personnes, etc. Donc, c'est intéressant. Une grosse extension, c'est on passe de 10 000 à 25 000 membres maximum dans une équipe. Ça peut sembler énorme, mais dans une organisation, une grosse organisation où il y a 100 000 par exemple salariés, c'est des fois bien utile d'avoir des gros teams pour partager des choses à un grand groupe de personnes. Je parlerai des évolutions de Teams et des limites de Teams dans ma session à 15h45 sur comment on doit ou on peut évoluer dans sa méthode de travail de Outlook vers Teams. Microsoft, je l'ai dit, travaille vraiment de manière importante sur le bien-être autant que possible et la productivité à l'intérieur de Teams. Et il y a une fonctionnalité intéressante qui a été annoncée, c'est la possibilité de clore sa journée en fait dans Teams. Souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens, quand ils sont chez eux, ils ont du mal à faire la coupure entre le monde du travail et le monde personnel. Avant, je dirais, dans le monde d'avant, c'était facile. On prenait un métro, on rentrait chez soi, on prenait sa voiture. Dans le monde virtuel d'aujourd'hui, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ils sont en train de réintroduire quelque chose qui peut ressembler à ça. C'est une fonctionnalité qui va permettre de clôturer ces sessions, de clôturer des tâches qu'on a avant de vraiment finir sa journée. Bien sûr, il a été annoncé, et c'est maintenant accessible dans tous les tenantes, je pense, la notion de Microsoft List. Donc ça, c'est typiquement une évolution Microsoft 365. Les listes existent dans SharePoint depuis que SharePoint existe, puisque c'est vraiment la structure de données de base dans SharePoint. Elles sont toujours hébergées dans SharePoint, mais maintenant, ça s'appelle les Microsoft 365 Lists, parce qu'elles vont être ouvertes, beaucoup plus accessibles, on va dire beaucoup plus conviviales dans leur interface, pour gérer des listes de tout type, donc des listes de tâches, des listes de rendez-vous, des listes de choses à faire. Et on peut bien sûr les intégrer avec le reste de Office 365 et Microsoft 365 via la Power Platform notamment. Vous avez à l'écran une application mobile qui va évidemment simplifier, fluidifier l'utilisation de ces listes dans l'environnement. On a une session à 11h40 sur découvrir les listes, puisque c'est un outil un peu nouveau, même si, encore une fois, c'est un revamping quand même de la notion de SharePoint List, mais complètement intégré à Microsoft 365. Donc, Franck Poirot nous présentera ça tout à l'heure. L'application mobile, il y aura un mode offline. Donc ça, c'est aussi un plus qui arrive. Le problème d'une liste qui est dans Office 365 ou Microsoft 365, c'est que si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas y accéder. En tout cas, c'est le cas d'une liste SharePoint aujourd'hui. Ils ont développé un outil qui s'appelle le Project Nucleus, qui va permettre justement de gérer cette synchro, de travailler sur la liste en asynchrone. C'est grosso modo l'expérience que vous pouvez avoir avec du OneDrive aujourd'hui. Quand vous avez du OneDrive, vos fichiers sont synchronisés en local. Même si vous êtes déconnecté, vous pouvez continuer à travailler. Les modifications sont répercutées dans le cloud une fois que vous vous reconnectez. Donc, ils gèrent plutôt très bien maintenant, je dirais, l'expérience de déconnexion, reconnexion, de travail offline, online. Eh bien, cette expérience, on va dire, elle va être appliquée aux listes. Donc, on pourra avoir une copie de la liste, même si je n'ai pas accès à l'Internet. Je pourrais modifier ma liste et resynchroniser quand je me reconnecte. On pourra faire du undo et du redo. Donc, ça, c'est aussi quelque part la base, mais c'est quand même des fonctionnalités qui n'existaient pas jusqu'à parce qu'on avait du versionning. Donc, il fallait aller récupérer la version. C'est un peu beaucoup moins convivial que undo, redo, évidemment. On peut faire des commentaires associés à des éléments de liste. Donc, ça, c'est pour l'intégration dans Teams, etc. Côté SharePoint, voilà un peu le tour très rapide de Teams. Encore une fois, je suis déjà débordé, donc je vais aller très vite. Côté SharePoint, on a plein de nouveautés sur les sites de communication qui sont résumées sur ce slide-là. Je vais le détailler dans quelques slides de manière beaucoup plus graphique. Une partie de la stratégie de Microsoft à ce sujet-là, c'est, comme c'est dit sur ce slide, d'aligner en fait les possibilités d'extensibilité qu'on a dans SharePoint. Historiquement, SharePoint est un outil très facile à enrichir avec la notion de web part.
Si vous voulez rajouter une fonctionnalité dans un portail SharePoint, vous développez une web part et ça vient afficher du contenu, ça vient proposer une interaction avec l'utilisateur. Donc, c'est un bout de code qu'on va pouvoir intégrer très facilement dans un sheet SharePoint. Eh bien, cette possibilité, cette capacité d'extension, ils l'ont étendue à Teams et de manière très similaire qui fait qu'aujourd'hui, quand vous développez une web part, quasiment, elle va pouvoir s'intégrer dans Teams. Quelques précautions. Donc, les composants que vous pouvez développer pour enrichir du SharePoint sont les mêmes ou seront les mêmes, on va dire, que ceux qu'on peut utiliser pour enrichir du Teams. Et ça, c'est très important parce que on va pouvoir, en faisant moins d'efforts, je dirais, de développement, enrichir à la fois l'expérience traditionnelle plutôt orientée browser, enfin navigateur, et l'expérience dans Teams orientée hub qu'on a dans Teams. Une évolution très importante aussi qui a été annoncée, c'est la possibilité de stocker les vidéos. Enfin, ce n'est pas la possibilité, ça va être une obligation, mais les vidéos vont se stocker non plus dans un espace dédié qui était un peu séparé avec l'outil Stream, séparé du reste de Microsoft 365. Ça va être complètement intégré et on va stocker ça dans OneDrive et dans SharePoint. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on récupère toutes les fonctionnalités natives qu'on a de partage de fichiers dans SharePoint, par exemple. Ça va être très simple de partager l'enregistrement d'un meeting avec des gens à l'extérieur de l'organisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est dans un tenant, qu'on fait un enregistrement d'une réunion Teams, on n'a pas de moyen de partager ça vers l'extérieur. Donc, par exemple, prenons l'exemple de cet événement. La plupart d'entre vous sont en dehors du tenant à ballon qui héberge les réunions. Donc, il va falloir qu'on les enregistre, il va falloir qu'on les download sur un YouTube et vous y accéderez par YouTube. Mais on ne peut pas vous donner l'accès par stream directement dans l'environnement. Ça ne sera plus le cas très prochainement quand ces vidéos seront stockées automatiquement. Donc, ça concerne tout ce qui est vidéo dans Office 365, à premier titre, évidemment, l'enregistrement des réunions dans Teams. Il va y avoir une application SharePoint pour la homepage qui va permettre en fait d'embarquer un intranet SharePoint directement dans Teams. On peut le faire aujourd'hui en bidouillant un petit peu. Enfin, c'est vraiment de la toute petite bidouille, hein, c'est assez simple. Là, ça sera vraiment natif et intégré. Il va y avoir alors ça, c'était aussi une fonctionnalité très très attendue, une navigation globale. Donc, vous voyez à gauche un nouveau menu qui va apparaître dans votre SharePoint. Une navigation globale qui va permettre de pointer à l'intérieur de l'organisation sur quelques sites de référence comme le point d'entrée de l'intranet ou le site RH, des choses comme ça. Eh bien, vous pourrez mettre des URL comme ça dans cette barre de menu à gauche. Là, vous voyez aussi une deuxième partie qui est les news. Donc, il y aura des news globales qui vont être partagées dans l'organisation. Ils seront accessibles sur n'importe quel site SharePoint. C'est ça qui est intéressant. Quel que soit l'endroit par où vous accédez à votre SharePoint, vous aurez accès à cette barre qui va vous donner, c'est un espèce de menu global de navigation. On va pouvoir booster la visibilité d'articles importants. Je passe assez vite. Vous aurez les slides de toute manière. On pourra générer automatiquement un résumé de toutes les news qui ont été publiées sur l'intranet. C'est souvent un problème quand les intranets sont assez riches et plein d'informations. Les gens ont un peu de mal à suivre les news. Automatiquement, on pourra générer un mail de résumé pour pointer les gens sur les derniers. On pourra des fonctionnalités améliorées de partage d'articles dans SharePoint, dans Teams et dans Yammer. Des templates aussi là, qui seront vraiment intégrés dans le produit. Aujourd'hui, on a plutôt via les offres PNP, donc qui sont un peu externes au produit. Elles seront intégrées, des templates de pages, par exemple, intégrés complètement dans le produit. Et SharePoint Spaces, qui est une espèce de page 3D, pour faire simple, où on peut définir un espace 3D virtuel et l'embarquer comme une page SharePoint. Donc, ça s'appelle SharePoint Spaces. C'est en GA, donc General Availability. Donc, c'est disponible sans limite dans quelques jours, puisqu'ils annoncent l'automne. Donc, l'automne se termine bientôt, mais c'est plutôt, je pense, c'est plutôt fin octobre, maximum début novembre que ça doit être GA. C'est de toute manière disponible déjà en mode preview, donc ça marche déjà pas mal. Moi, j'ai testé, ça marche quand même très bien. Des analyses avancées aussi sont améliorées côté SharePoint. Il y aura une belle session sur SharePoint, le projet Cortex, donc ça s'appelle projet Cortex de manière globale.
Ils ont sorti un premier book qui s'appelle Syntex. Donc, Sébastien Paulet nous expliquera tous les détails de ça. En gros, c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée pour comprendre le contenu et le trier notamment, et le traiter, faire des traitements automatiques sur du contenu. Donc, c'est très intéressant en termes de fonctionnalité. Sébastien Paulet nous racontera tout ça à 13h30. Les nouvelles fonctionnalités de recherche, conversation, notamment de conversation, seront accessibles aussi dans SharePoint. Donc, ça, c'est une intégration super, améliorée entre Teams et SharePoint. On retrouvera dans la recherche SharePoint les conversations qui sont dans Teams. On pourra rechercher de manière plus efficace des images, des topics. Donc ça, c'est lié avec le projet Cortex. Et ça nous amène aux nouveautés sur la Power Platform. Aujourd'hui, je dirais, beaucoup d'entreprises se posent la question de comment je m'organise avec la Power Platform. Donc là, il y aura aussi des idées à prendre dans certaines sessions sur est-ce que je dois avoir une organisation plus centralisée, plus décentralisée. Est-ce que je dois m'inspirer du DevOps? On parle maintenant de BizDevOps. Donc, c'est comment les développeurs, les administrateurs, les opérationnels informatiques et le business doivent travailler ensemble pour que tout ça se passe de manière la plus fluide possible. On a une fonctionnalité majeure qui a été annoncée au mois de juillet, mais qui a été détaillée à Ignite, qui est ce qu'on appelle le projet Ogdel. Théophile nous fera une session là-dessus. Ça concerne l'intégration de Teams, dans Teams, de Power Apps notamment. Jeff, Angama et Max nous feront une session où ils détailleront, ils montreront des exemples concrets de comment on peut digitaliser des processus avec ces différents outils. Power Apps dans Teams, vous avez les exemples là, mais ça viendra, je vais aller très vite. Hop. Tout ça, c'est projet Ogdel, ça sera détaillé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce slide qui le résume bien, c'est qu'on est dans une migration d'un ancien écosystème donc, qui était basé sur du SharePoint, sur des workflows qui étaient plutôt workflow designer, des formulaires qui étaient plutôt basés sur InfoPass. Tous ces outils-là sont en cours d'arrêt, même très rapidement, puisque les workflows SharePoint 2010 ne tourneront plus à partir du 1er novembre dans SharePoint Online. Donc, j'ai quelques clients qui sont en train de migrer, ceux qui doivent encore être migrés. Et tout ça migre vers du SharePoint moderne, vers du Power Automate, vers du Power Apps. Donc, on a toutes les possibilités avec les nouveaux outils de migrer ça, mais encore faut-il le faire. Donc, ça peut faire un peu de boulot, mais c'est intéressant. Un petit focus pour finir sur la sécurité. Gros renommage de produits. Et donc, Microsoft a introduit Microsoft 365 Defender. Et c'est une suite de produits pour défendre le périmètre Microsoft 365. Donc, on retrouve le brand, enfin le nommage Microsoft 365, même sur les offres sécurité. Donc, il y a Microsoft Defender for Identity, donc pour l'identité, pour les endpoints et pour Office 365. Vous retrouvez tout ça dans les nommages des produits. Il y aura 4 sessions sur la sécurité dans la track plutôt cet après-midi. Donc, voilà. L'offre de sécurité, je passe, malheureusement, je n'ai pas le temps de la détailler, mais encore une fois, il y aura les sessions là-dessus. Endpoint Manager, on vient de le mentionner. C'est pareil, c'est une offre de consolidation, de console, etc. Et je voudrais finir, voilà, c'est le dernier slide, sur la notion de... C'est un nouveau site qui a été introduit, Virtual Hub, qui est encore un nouveau site Microsoft pour aller chercher de l'info, des sessions, ce qu'ils appellent du Deep Dive Technical Training. Donc, c'est des choses plutôt avancées, plutôt techniques, et c'est du training, donc de l'auto, enfin, comment se former sur les nouveaux produits et nouvelles fonctionnalités. Voilà, donc on a pris un peu de retard, donc les sessions vont commencer à 9h50, on va avoir 10 minutes de retard sur la première série, on va essayer de rattraper le retard dans la matinée. Donc 9h50 pour tous les 3 sessions qui vont commencer ensuite dans l'agenda. Merci à tous, et puis on se retrouve dans les différentes sessions, donc vous avez un canal par thématique, n'hésitez pas à les rejoindre. Merci.